Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro des enjeux politiques, que dis-je, des enjeux géopolitiques. Le débat de l'entre-deux tours fait l'actualité de cette fin de semaine entre Macron et son challenger Marine Le Pen. Les deux ont croisé arguments, verbes et exemples sur différents sujets, à savoir la Russie, le pouvoir d'achat des Français, l'emploi, l'Europe et autres. Dans cette émission des enjeux politiques, eh bien, nous ne vous ferons pas élire le vainqueur de ce débat, mais nous allons plutôt tenter d'apprécier le contenu de ce débat. Bien d'autres sujets viendront meubler, bien évidemment, ce numéro des enjeux politiques. Et bien, qui mieux que le duo que vous connaissez, Olivier Michel de Campos, analyste géopolitique, président de IMDIT Bénin, organisation de volontariat national de renforcement des capacités des jeunes et de conception et de mise en œuvre des projets communautaires. Olivier Michel de Campos, bienvenue et merci de votre disponibilité. Merci. Face à vous, Morgane Metonji Assogba, consultant analyste géopolitique. Je rappelle que vous êtes le responsable du cabinet de conseil dont les activités de Morgan Training, cabinet de conseil dont les activités se résument à de l'incubation géopolitique, de la pratique diplomatique et géopolitique, du coaching de langue anglaise et de la traduction de différents documents. Bienvenue à vous. Merci, Monsieur Loris. Alors, nous l'ouvrons par la France. La France et par ce débat qui a retenu l'attention de plus d'un téléspectateur des chaînes internationales, en débat entre Macron et Le Pen, débat autour de plusieurs sujets d'intérêt majeurs, la Russie, le pouvoir d'achat des Français, l'emploi, l'Europe et autres. Morgane, vous l'avez suivi. Le contraire nous aurait étonné. Je ne vous demanderai pas qui a gagné, comme le font les autres, non. Mais que peut-on retenir de ce débat? Lorsque vous suivez le débat et que vous écoutez les deux candidats, vous comprenez que la France est largement représentée parce que vous avez deux façons de voir la gestion de la République française qui, à certains moments, vont dans la même logique, pour ne pas dire tout le temps, mais restent dans des méthodologies différentes. Et que chacune des stratégies ou des méthodologies, que ce soit celle promue par M. Macron ou celle promue par Mme Le Pen, à son sens, trouve son écho dans la population française. Et que le débat était assez chaud. Le débat était assez chaud, chacun avec son objectif. Nous avons rapidement compris que Mme Le Pen était dans une dynamique de montrer à quel point elle est proche de la population française, à quel point elle est proche des réalités de ce que vivent Autrement dit, les elle Français. tentait de toiletter l'autre image qu'on avait d'elle. En effet, si on peut le dire ainsi. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que hier, elle a montré à quel point elle se retrouvait proche de ces réalités. De l'autre côté, vous avez un président candidat qui a montré à quel point sa gestion est à féliciter et qu'ensuite, qu'il était beaucoup plus dans la réalité de ce que représente la gestion de la chose publique. Et donc, il avait suffisamment, sur cette base, il était le plus outillé, ou des deux candidats, à pouvoir gérer une fois de plus ce qu'est la République française. Mais on se retrouve ici dans une situation où les deux candidats ont pleinement leur chance. Tout dépendra de ce qui peut être décrit aujourd'hui comme ce que souhaitent les Français. Et qu'est-ce que les Français veulent? Est-ce qu'ils veulent un candidat qui est assez proche des réalités qu'ils vivent au quotidien et qui va leur apporter un nouveau son de cloche, ce qui pourrait être Mme Le Pen, ou ils sont rassurés du fait que ce candidat qui est le candidat président, M. Macron, a suffisamment acquis en matière d'espérance professionnelle et est en train de mettre en exergue ou en relief un projet de son probable futur, disons, mandat qui pourrait satisfaire les attentes des Français. Et donc nous nous retrouvons ici dans aujourd'hui l'objectif qui est qu'est-ce que les Français veulent
réellement? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ou quels sont les critères? Ou quel est le critère le plus primordial par rapport à le choix? Est-ce un candidat proche du peuple qui connaît les réalités ou un candidat qui a l'expérience professionnelle de la gestion de la chose publique et qui a un projet qui va dans le sens d'une Europe, qui va dans le sens d'un certain nombre de facteurs qui peut-être ne se retrouvent pas dans la perspective de l'autre candidat qu'est Madame Le Pen. Olivier Michel Descampos, vous l'avez aussi suivi et nous aimerions avoir votre lecture. Alors, déjà, ce que je voudrais souligner, c'est que ce genre de débat, parce que moi, je voudrais déjà me placer dans la perspective d'un Africain, déjà, pour reconnaître déjà que ce genre de débat-là, c'est ce qu'on aurait souhaité quand même voir dans nos démocraties africaines, c'est-à-dire des débats d'idées où vous avez des candidats à une élection à la magistrature suprême, la plus importante dans une démocratie d'ailleurs, qui viennent exposer leur point de vue, donc programme contre programme, qui viennent donc dire ce qu'ils comptent faire, confronter les arguments. C'est très important. Et moi, je voudrais, rien que cela, c'est un exemple quand même à suivre. On peut tout dire sur la France, mais au moins là, on a la preuve quand même de la vitalité de la démocratie. On le fait aussi. On a commencé par semblant, mais c'est pas... Vous allez peut-être nous reprocher de ne pas l'avoir fait sur France 2. Vous allez nous reprocher de ne pas l'avoir fait sur France 2 ou de ne pas l'avoir... de ne pas en avoir parlé sur France 24, d'accord. L'a-t-on fait lors des dernières... Bon, c'est vrai que les dernières élections ont été pliées dès le premier tour, mais non, mais c'est vous qui le dites. C'est juste pour dire, c'est juste pour... Oui, évidemment. On vous le concède. Non, mais vous savez, même qu'aux États-Unis, ça se fait avant même les élections, avant même le premier. On met tout le monde ensemble. Bon, bref, c'est juste pour reconnaître quand même le caractère assez intéressant de ce qui s'est passé hier. Il faut quand même le dire. Et comme l'a déjà souligné mon confrère, on a eu droit à deux visions, donc deux visions de la France qui s'affrontaient. Donc les deux qui portaient le plus, si on peut le dire ainsi, le message des électeurs, donc ceux qui sont arrivés en tête du premier tour de l'élection et qui portent les voix d'une majorité, en tout cas d'un camp et de l'autre, de Français, de ce qu'ils voudraient pour la France. Alors l'enjeu de ce genre de débat, c'est déjà d'une part, de consolider sa base, parce que vous savez, généralement ce genre de débat ne fait pas souvent bouger les lignes en tant que tel, parce que chaque candidat généralement conserve sa base électorale. L'enjeu principal, c'est plutôt d'aller convaincre les indécis, c'est-à-dire ceux-là qui ne savent pas encore, même s'ils iront voter, c'est-à-dire ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre. Descampos, à défaut de bouger les lignes, il y a eu de ces débats qui ont brisé la ligne, qui ont tout modifié. Oui. Je veux vous parler de moi, président, de cet extrait, moi, président de Hollande, qui a sensiblement changé l'image d'hier qu'on avait de ce candidat. Tout à fait, lors de l'élection du président Hollande, oui, mais... Vous vous rappelez l'image qu'on avait de ce tout candidat, à fait, oui, et il savait. Plus ou moins douillet, mais à l'épreuve du débat, c'était un autre Hollande qui littéralement a écrasé son vis-à-vis. Son vis-à-vis, oui, mais vous savez... Justement, vous savez, quand on dit bouger les lignes, c'est de façon vraiment fondamentale. C'est-à-dire à faire bouger quelqu'un qui était peut-être parti pour voter pour un candidat X, aller voter pour un candidat Y. Ça fait bouger les lignes dans les sondages. Dans les sondages, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours effectif. Il y a plein d'études qui ont été menées sur ces genres de thématiques-là. Et on remarque quand même, au vu des résultats de ces études-là, que même si c'était le cas, ce n'est pas suffisamment significatif pour faire basculer donc l'élection d'un camp comme dans l'autre. Donc l'objectif, l'enjeu, c'est plutôt de convaincre ces personnes-là qui ne se sont pas décidées ni pour l'un ni pour l'autre à aller vraiment voter et à faire un choix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'oublions quand même pas que l'abstention constitue également l'un des enjeux majeurs de ce genre d'élection-là, où vous avez des personnes qui ne se décident pas. Et quand on regarde aujourd'hui un peu la configuration de la classe politique française avec la gauche et la droite qui ont été carrément mises de côté, donc vous avez l'émergence de nouvelles forces politiques qui
ce sont carrément les faiseurs de roi. Vous avez M. Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé 3e avec un pourcentage assez impressionnant et qui a donné des consignes d'ailleurs. Il a donné des consignes. Il reste à savoir si ces électeurs... Qui dit ne pas l'avoir donné, mais a fini par donner. C'était tout comme. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Oui. A fini par en donner. Et donc, à savoir maintenant quelle sera... C'est même une belle manière de donner de consignes de vote. Évidemment, quand on dit qu'on ne veut pas quelque chose, c'est qu'on suppose qu'on veut son contraire. Si ce n'est pas hypocrite, c'est insidieux. Ah, ce n'est que de la politique, on va le dire ainsi. Donc, tout se jouera maintenant à savoir quel sera le comportement de ces électeurs-là et quelle est leur appréciation face au débat qui a été mené hier, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu les réponses aux différentes préoccupations qui sont les leurs par rapport aux réponses et aux différents arguments des uns et des autres. Je finirai juste pour dire que l'exercice n'est pas aisé du tout. Surtout pour le candidat président. Parce que vous vous souvenez, il y a 5 ans, c'était toute une autre configuration. C'est vrai qu'on qualifie un peu ce débat d'hier comme le match retour. Ce n'est pas plus aisé non plus pour son challenger. Pour son challenger. Mais ce que je voudrais souligner, c'était qu'il y a 5 ans, les deux candidats étaient pratiquement... c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bilan pour l'un ou pour l'autre à défendre en quelque sorte. Mais là, la donne a complètement changé. Vous avez le président Macron qui a un bilan à défendre. Et là, lorsque vous vous retrouvez dans cette configuration-là, c'est généralement beaucoup plus difficile pour vous parce que si votre bilan n'est pas satisfaisant, alors vous vous exposez aux critiques de la partie adverse. Ce que, pour ma part, la candidate Le Pen n'a pas forcément su exploiter à fond, c'est-à-dire mettre plus le paquet sur la critique du bilan même du président Macron. On s'est retrouvé plutôt dans le sens inverse où c'est le président Macron qui critiquait justement le bilan, mais qui n'est pas un bilan puisqu'il faisait souvent référence... Peut-être que la procédure d'adoucissement a inhibé quelque peu. Justement, à force de vouloir polisser son image, je pense que Le Pen a quand même un peu, plus ou moins, péché sur ce point-là parce qu'on la décrit comme sympathique et que l'autre... Parce qu'elle devrait normalement avoir plus d'arguments. Alors qu'il fallait peut-être avoir un peu plus de poigne, un bilan à critiquer, qui sert d'argument et qui essaie de creuser davantage le débat. Merci Olivier Michel Descampos. Morgane Metondier Assoba, qui a convaincu? Oui, moi je commencerai déjà par dire que moi je trouve dans la démarche ou dans l'option adoptée par Madame Le Pen une option assez mature. Vous ne venez pas faire un débat pour critiquer forcément ce que l'adversaire, s'il a un bilan à défendre, a fait, puisque tout le monde le sait. La majorité le savent. Vous exploitez... La candidate, elle était française aussi. Oui, vous exploitez le temps qu'on vous donne. Elle est française. Elle est française. Alors, vous exploitez le temps qu'on vous donne pour vendre ce que vous avez. Et je pense que sur ce point, elle a essayé, elle a tenu. Elle a dit ce qu'elle vendait sur le plan de la sécurité. Elle a insisté, elle a rassuré sur sa dynamique qui peut ne pas être partagée par tout le monde. Elle a dit ce qu'elle entend vendre sur le plan de la politique administrative, sur le plan de l'emploi et tout le reste. Et donc j'estime que le fait de ne pas avoir exploité ce qui peut paraître comme les faiblesses du bilan du candidat président qu'est Macron ne doit pas être perçu forcément comme une mauvaise gestion de cette opportunité. Et maintenant, pour en venir à qui aurait convaincu. Mon confrère l'a bien fait ressortir. L'objectif ici, c'est de saisir l'opportunité qu'on nous offre pour amener ceux qui sont ou seraient indécis à prendre position. Vous avez aujourd'hui en France une situation qui ne permet pas de définir qui a convaincu ou qui n'a pas convaincu. Vous allez entendre peut-être les médias parler de la capacité du président Macron à gérer peut-être au mieux les discussions, mais au contraire, il a passé tout son temps, effectivement, une bonne partie de son temps à critiquer ce que pouvait avoir fait ou pas Madame Le Pen. Mais dans une perspective de renouveau par rapport à ce qui a échoué ou ce qu'il aurait identifié comme étant des faiblesses à son mandat, je pense que cela a manqué. Parce que il vient a priori dire, écoutez, il y a tel aspect de mon mandat
que je n'ai pas pu peut-être mener à terme à cause de telle difficulté, et voici les perspectives du prochain mandat si d'aventure j'avais l'opportunité de le faire. Et donc vous avez ici des Français qui ont certainement eu, d'une façon ou d'une autre, des éléments qui vont leur permettre de prendre leurs décisions. Convaincu, je pourrais dire, chacun des deux candidats a, d'une façon ou d'une autre, atteint l'objectif qui se fixait par rapport à ces indécis. Et si vous voulez regarder maintenant par rapport à ce que devrait attendre un indécis, c'est d'abord, premièrement, voir clairement quel est le projet de société de chaque candidat pour pouvoir prendre sa décision. Et sur ce plan, vous pouvez vous rendre compte que Mme Le Pen, contrairement à M. Sarkozy, qui a passé beaucoup de temps à critiquer un certain nombre d'aspects de Mme Le Pen, a pu quand même dire ce qu'elle entend faire si d'aventure elle se retrouvait à diriger le pays. Monsieur Macron a beaucoup plus passé le temps à critiquer certains aspects et peut-être dire si d'aventure ça se passait, je pourrais ajuster tel aspect ou tel aspect. Et donc sur ce plan, on n'est pas sorti de ce débat avec une idée un peu plus claire de ce que le programme du candidat président serait pour un prochain mandat. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas sorti. Maintenant, sur le plan de l'aptitude à convaincre, à parler avec autorité. Il faut dire, surtout lorsqu'on parle des chiffres, qu'on s'est rendu compte que M. Macron a une maîtrise des chiffres plus ou moins, puisqu'il a, à chaque fois que Mme Le Pen a fait ressortir des chiffres, il a démenti certains chiffres. Et selon ce qu'on attend des analystes français de pas et là, il s'avérait, s'il est fort probable que les chiffres avancés par Mme Le Pen ne soient pas réellement proches de la réalité, mais que par contre M. Macron, parce qu'il est aux affaires, qui connaît mieux les chiffres, semble avoir pris le pas sur cet aspect. Donc, sur le plan de la maîtrise de la gestion de la chose publique, on sent que M. Macron a rassuré, mais sur le plan de ce qu'il compte apporter, parce qu'on le veuille ou non, il y a des mécontents, il y a des critiques, il y a eu des challenges, il n'y a pas quand même une mise en relief de ces aspects. Donc cela va manquer par rapport à cette marge-là de votants qui seraient indécis et qui espéraient avoir des éléments clés et convaincants de ce débat pour pouvoir prendre leurs décisions. Donc chacun des candidats, d'une façon ou d'une autre, a pu quand même essayer de convaincre, mais on est resté sur sa fin, quitte au programme du candidat Macron, comparé à ce qu'a dit Mme Le Pen, même si il y a aussi ce problème de la précision qui n'est pas ressorti dans ce qu'elle a dit. Elle a dit « je ferai ci, je ferai ça ». Mais comment ? Et on a vu le candidat président lui poser des questions par rapport au financement de ces projets. Et là, par rapport au financement des projets, on est resté sur sa fin. Pendant les 2h30 qu'a duré le débat, on n'a pas entendu les candidats parler de comment ils comptent mobiliser les fonds pour mener à bien leur projet lorsqu'ils seraient probablement, dans une éventualité donnée, élus président de la République. Olivier Michel Descampos, endossez-vous cette lecture de Morgan Metondi à Soba ou vous autres, l'un ou l'autre, vous aurez convaincu? Pas nécessairement. J'ai plutôt une lecture plus ou moins similaire, mais avec certaines nuances quand même. Déjà, je vais rebondir sur les derniers développements de mon confrère pour dire quand même que vous savez, ce qui a suscité, puisque mon confrère le soulignait, on n'est pas allé dans le fond des débats, on est resté de façon superficielle. Et cela a une raison. Vous savez, la multiplicité des sujets à débattre fait forcément qu'on ne peut pas aller dans le vif du sujet, au fond des débats pour chacune des questions. Mais c'était quand même pendant 3 heures. 2h30 environ, mais vous voyez tous les sujets qu'il fallait débattre. Si on devait aller dans le fond de chacun de ces sujets, on en peut-être 1 heure ou 45 minutes par sujet, ce qui était quasiment impossible. Donc, qui a justifié donc le fait qu'on ne soit pas forcément allé au fond des débats? Ce qui, à mon sens, a certainement profité à Mme Le Pen,
vu que le président Macron en face est celui qui a les affaires, qui est au pouvoir et qui a forcément, de fait, une maîtrise. Donc, Mais justement, Le Pen n'a pas su surfer sur ce bilan. Justement, c'est ce que je disais tantôt et que mon confrère essayait de relativiser. Et effectivement, c'est un levier parce que il ne s'agit pas forcément de critiquer, mais lorsque vous venez avec une autre vision, parce que qu'est-ce que le président Macron a passé tout le temps à faire, c'est de dire ce que vous proposez n'est pas tenable. Ce que vous voulez faire, moi je l'ai déjà, j'ai fait ça, mais ce que vous voulez proposer, vous mentez en quelque sorte en griffe, je mets ça en griffe, vous dites pas la vérité aux Français parce que les propositions que vous faites ne sont pas concrètement applicables. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est à la candidate Le Pen de montrer, d'aller peut-être au fond des choses pour montrer en quoi est-ce que ces propositions sont faisables. Et donc, c'est peut-être à ce niveau-là que on est resté sur notre faim par rapport à cette propositions concrètes que l'on pourrait faire. Alors, l'autre chose également, c'est que vous avez le président Macron. Oui, mon confrère le souligne, mais je voudrais quand même y mettre une réserve, c'est que le président Macron, il est le chef de l'État en exercice, donc il a déjà son bilan, il a déjà un certain nombre de réalisations à son actif, donc il n'a pas forcément besoin de venir exposer tout un tas de mesures, puisque c'est ce qu'il est en train de faire. Il a dit dès l'entame du débat, son objectif, c'est de poursuivre en quelque sorte la dynamique qui est déjà entamée. Donc, il n'est pas en train de vouloir changer forcément de ligne de conduite. Donc, tous les Français, depuis 5 ans, savent déjà là où il va, connaissent à peu près son programme. Et justement, c'est sur ça qu'on est en train de vouloir le critiquer. Donc, il n'était peut-être pas obligé, autant que Madame Le Pen, d'exposer son programme, puisque tout le monde connaît déjà son programme et puisqu'il est dans la continuité de ce qu'il a prévu faire. Maintenant, pour en revenir à la question qui était posée sur qui a convaincu ou pas, je dirais juste que chacun a convaincu les siens. Déjà, on va commencer par dire ça comme ça. Chacun a su certainement contenter ceux qui étaient. Les acclamations dans les deux états-majors en témoignent bien. En témoignent. Donc, chacun a une chose est certaine, chacun à la clôture du débat, justement. Du débat. Donc, maintenant, c'est ce qu'on revient encore sur cet aspect-là. Est-ce que les indécis ont pu être véritablement convaincus? Peut-être là, c'est le dimanche soir qu'on pourra véritablement avoir la réponse à cette interrogation. Alors, que l'on se situe dans l'un ou l'autre des camps, une chose tombe très bien sous le sens, Morgane Metongi Assogba, Olivier Michel des Campos, c'est que Marine Le Pen a été suffisamment décente hier. Je parlais du ton du débat. Elle a opté pour une trop grande courtoisie qu'on ne lui reconnaissait pas par le passé. Pourquoi ce choix et que dire du ton du débat? Oui, le Parce ton qu'on a du débat... constaté que ce n'est pas un ton mixte, c'est un ton bipartite. Le ton Macron n'était pas hier le ton Le Pen. Alors, lorsque vous parlez du ton du débat, moi je vois déjà la façon dont chaque candidat a abordé les sujets. Je pense que c'est assez acceptable lorsqu'on parle de débat. On parle de débat, vous avez vu, que ce soit lorsque M. Macron avait la parole ou que ce soit lorsque Mme Le Pen avait la parole, vice-versa, on essayait quand même de démentir à des moments donnés, de dire quelque chose, de chercher quand même à vouloir corriger ce que l'un ou l'autre est en train de dire. Et de façon assez courtoise. C'est ce qu'on souhaite. Ça, il faut le préciser. Même si on avait en face un climato-sceptique et un climato-hypocrite, c'était dans l'ensemble. C'était dans un style assez agréable à entendre. Voilà. Et donc ça, c'est un mérite. C'est un mérite. Et je me permettrais simplement de dire que sur le plan du comportement, lorsqu'on a un débat, le comportement qu'il faille adopter, on ne peut critiquer de façon négative aucun des deux candidats. Ils ont tenu. Vous savez, il y a parfois... Mais l'un n'a-t-il pas semblé un peu trop virulent ou à la limite perturbateur? Je pense que c'est de bonne guerre, vous savez. C'est de bonne guerre. On a reproché à Mme Le Pen au débat précédent d'avoir été quand même assez
voilà, de ne pas être... Trop guerrière. Voilà. Et aujourd'hui, elle fait ce qu'on pourrait appeler... Elle apporte de la mesure et on semble lui reprocher de n'avoir pas... Est-ce que ces Espagne docteurs ne l'ont pas inhibé? Je pense que... N'ont pas trop calmé l'animal? Je pense que la théorie selon laquelle, quel que soit ce qu'on fait, on sera toujours critiqué, vient d'être confirmée, parce que elle a eu un comportement très respectable et je pense que quelles que soient les idées qu'elle voulait avancer, elle les a avancées. C'était ça l'objectif. Lorsque vous venez faire un débat... Même quand le président Macron, enfin le candidat Macron tentait de la perturber littéralement, de lui arracher la parole. Oui, c'était une stratégie, parce que voir Madame Le tenter Pen de la sortie de son gant. De ses gants aurait été un atout pour Monsieur Macron. Pourquoi? Parce que... Et on l'attendait justement là. Sur ce plan, et elle n'a pas cédé. Personne ne veut d'un président qui ira à des séances et va sortir. Voilà. Et donc, sur ce plan, on pourrait dire que l'essentiel a été fait. Mais j'insiste sur le fait qu'on ne vient pas à un débat pour convaincre les siens. Vous ne venez pas à un débat pour convaincre les vôtres parce qu'ils sont déjà convaincus. C'est pour cela qu'ils sont les vôtres. Vous venez à un débat pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus de votre projet. Exactement. Oui. Et sur ce plan, je reste sur ma faim. Que ce soit du côté du candidat Macron que du côté du candidat Le Pen. Le seul point sur lequel j'ai vu les deux candidats montrer clairement qu'ils n'étaient pas dans la même logique et qui pourraient avoir conforté ceux qui étaient indécis, c'est sur le point de la sécurité. Et en l'occurrence sur la question du voile qui est lié au terrorisme et à l'islamiste. Et vous voyez... La gestion des violences. La gestion des violences. Cette question de la sécurité, vous avez vu tout de suite, Madame Le Pen dit qu'elle est dans une dynamique de ne pas permettre qu'un certain nombre de choses soient faites sur le plan de cette sécurité par rapport au voile. Mais vous avez vu M. Macron qui a été aussi clair. Il y a aussi la question de l'Union européenne. La question de l'Union européenne, chacun des candidats a donné sa position. Il y a un candidat qui est le candidat Macron qui prône quand même une Union européenne plus importante dans la vie de tous les pays membres de l'Union européenne, en l'occurrence la France. Et vous avez la candidate Le Pen qui dit non, qu'effectivement, il faut qu'il y ait une Union européenne, mais que cette Union européenne ne devrait pas avoir une importance qui va au-delà de la souveraineté. Et la notion de souveraineté européenne est sortie, et vous avez entendu la candidate Le Pen dire qu'il n'y a pas de souveraineté de l'Union européenne, puisqu'il n'y a pas de peuple de l'Union européenne. Il y a un peuple français et on peut parler de souveraineté française. Et le comble, c'est qu'elle s'est accordée la posture du professeur de français hier quand elle tentait la clarification conceptuelle. Entre l'Europe et l'Union européenne. Exactement. Donc, je pense que sur ces deux points quand même, les indécis ont une idée claire de la direction que veut prendre chacun des candidats et pourront prendre leur décision sur cette base. Mais sur un ensemble d'autres points, on peut dire qu'on est resté sur sa faim. Et donc, voilà ce qu'on peut retenir, même de la quintessence de ce qu'a été ce débat vis-à-vis de ces deux points qu'est la sécurité et l'Union européenne. Olivier Michel Descampos, le temps, vous en avez tiré quelque chose ou... Bien sûr, bien sûr. Je brûlais d'envie de réagir. Vous savez, non, mais attendez, ce qui s'est passé hier, moi, ça ne m'a pas surpris, puisque ça fait quand même un moment que je suis. Que l'exercice s'appelait. Et c'est un débat. L'enjeu déjà, et les bruits ont couru qu'elle s'est fait préparer par un ENAC. Donc, c'est qu'elle elle a pris donc, la mesure des choses et a fait ce qu'il fallait. Elle a étoffé son équipe. Bien sûr. Alors, non, juste pour rappeler quand même que ça fait un bon moment, depuis plusieurs années maintenant, que Mme Le Pen ne cesse de polisser son image. Justement, quand vous observez un peu son parcours, la manière dont elle a évincé son père du jeu, sa nièce, et même tout récemment, ses divergences avec le candidat Éric Zemmour. Vous comprenez aisément qu'elle est en train... Qui n'a fait que l'aider plus ou moins, au lieu de l'affaiblir. Oui, mais vous sentez quand même qu'elle sait d'une manière ou d'une autre
départie de ce courant assez radical de la chose. Intelligemment. Ce qui fait qu'elle en a récolté les bénéfices. Et quand vous observez un peu son ascension, c'est dû justement... Ça craignait quelque peu au départ de Zemmour. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu son ascension est le résultat de ce tempérament, de ce nouveau visage qu'elle est en train de vouloir donner donc, au Rassemblement national. Donc, tout cela, pour moi, n'était que quelque chose d'assez... Voilà, ordinaire, puisque ça fait un bon moment, lorsque vous l'observez sur tous les plateaux télé depuis plusieurs mois, on se demande si c'est la Marine Le Pen d'il y a peut-être 5, 10, 15, 20 ans en arrière. C'est complètement une autre personne avec un autre discours. Et puis, comme vous observez aussi, elle a évolué sur plusieurs sujets. L'Union européenne, où aujourd'hui, elle est dans un nouveau discours qui est de rester dans l'Union européenne, mais de réformer l'Union européenne, ce qui n'était pas du tout le discours qu'elle tenait il y a quelques années. Et sur plusieurs sujets comme ça, tels que la question de l'immigration, la question du voile. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels elle a essayé quand même d'adoucir un peu le discours, de le rendre plus acceptable, moins radical. Et elle est en train d'en récolter, en tout cas, les fruits. Et ça se remarque par le score qu'elle a fait dès le premier tour. Et pour moi, le ton observé hier est tout à fait normal et s'adapte parfaitement à la situation et à l'enjeu qui était donc de ce débat-là. Et lorsque vous avez cette posture-là, c'est un gros défi pour vous de ne pas faire des erreurs, de ne pas tomber dans le panneau, puisque, comme l'a dit mon confrère, le piège c'était de faire des erreurs, de remontrer ce visage un peu radical. C'est vrai que Macron a essayé au maximum de titiller un peu, de la perturber, à la limite de l'irriter. Mais ça fait longtemps qu'elle se prépare à cela et qu'elle commence à se présidentialiser, comme on a l'habitude de le dire, donc de montrer qu'elle a l'étoffe, la carrure pour véritablement habiller. Autrement dit, la posture présidentielle prend corps. Bien sûr, oui, depuis plusieurs années déjà. N'est-ce pas un peu tard? De plus en plus. Là est la question. Il n'est jamais trop tard, vous savez. Pour mieux faire. Surtout en politique. On va quitter la France, mais pas avant de faire un dernier tour. Toujours les perspectives de ce dimanche soir. Alors, lorsque vous regardez la dynamique, vous constatez que les Français sont pas très contents, qu'on le veuille ou non, de la gestion du président Macron. Mais rien ne montre qu'ils sont prêts à tourner une page de façon plus ou moins radicale. Vous savez, voir Mme Le Pen gagner les élections en France, c'est changer de fusil d'épaule. C'est prendre une tournure plus ou moins, on va dire que c'est s'éloigner de la dynamique dans laquelle se retrouve aujourd'hui la France. La grosse question, c'est est-ce que les Français sont prêts à s'éloigner de cette dynamique? C'est difficile de répondre à cette question. Et la seule façon d'en avoir le cœur net ou pas, c'est de passer au référendum. Et ce référendum, c'est bel et bien ce dimanche. Ce serait un exercice assez périlleux et pas risqué, mais difficile de dire aujourd'hui que tel candidat va gagner les élections du dimanche. Mais on peut quand même voir, sur la base des différentes observations, que c'est pas évident que les Français soient réellement préparés. Ce n'est pas évident. Cela reste à prouver qu'ils soient réellement préparés à tourner la page, pas de Macron, mais de la politique que représente, de la façon de gérer que représente le président Macron, même s'ils sont clairs sur le point qu'il y a eu beaucoup ou qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette façon-là pour qu'elle soit soutenue davantage. Et donc, cette politique, cette façon de gérer a connu des échecs, plus ou moins, qui se sont matérialisés par les différentes crises et protestations auxquelles on a assisté tout au long du mandat de M. Macron. Mais reste à savoir si les Français sont prêts à choisir une nouvelle expérience, un peu comme cela s'est fait aux États-Unis lorsque le président Trump a gagné les élections face aux candidats démocrates. Olivier Michel Descampos.
Oui, c'est vrai que nous sommes très loin du scénario, En attendant dimanche soir. du scénario américain, vu les éléments sur le terrain. Mais quand même, il faut dire que les Français auront à choisir entre la continuité et la rupture avec le système qui est actuellement en place. Alors, mais ce qu'il faudrait quand même souligner, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on observe un peu le paysage politique, il y a un flou. Il y a un flou parce que généralement, on votait soit la gauche, soit la droite. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de gauche, de droite. On ne sait même plus où on se situe clairement sur l'échiquier. Et c'est là l'intelligence du président Macron d'avoir su brouiller toutes les cartes, ce qui fait qu'on ne sait plus, il est soit à gauche, il va grappiller des voix de tous les côtés, donc ce qui fait que ça fragilise et ça rend des pronostics complètement hasardeux, ce qui fait qu'on ne sait pas aujourd'hui à ce stade-là ce qu'il adviendra de l'élection de ce dimanche. Donc, ça, c'est un fait, c'est une réalité qui est sur le terrain et il va falloir tenir compte de cela dans les analyses qu'on peut faire. Quoi qu'il en soit, les Français... Ne sommes-nous pas en face d'un peuple misogyne? Non, on ne dira pas forcément, mais une chose est certaine... Parce que les différentes lectures sont radicales sur ce que, voilà, de deux mots, le moindre. Oui, bon, ça c'est le point de vue de certains. Le point de vue de certains, on choisit en deux mots le moindre mal. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, la question à se poser, c'est savoir est-ce que les Français sont prêts à faire ce pas-là, c'est-à-dire le pas dans l'inconnu. Il faut le dire ainsi, c'est-à-dire une nouvelle politique, un recommencement avec une nouvelle vision, une nouvelle visée, tout en prenant en compte les enjeux du monde actuel. Oui, mais pourquoi parlez-vous d'inconnu? Elle n'est pas née. Non, quand je dis. Elle n'est pas ex nihilo. Non, on connaît l'idéologie. Inconnu, c'est dans le sens. On connaît. Oui, mais quand inconnu, c'est dans le sens par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire, c'est une nouvelle. Lorsque vous avez une candidate comme Marine Le Pen qui arrive au pouvoir, vous êtes certain que la politique, dans sa grande majorité, en tout cas étrangère, que ce soit étrangère, même nationale, beaucoup de choses vont changer. Donc ça, c'est un inconnu. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas comment ça va se matérialiser, surtout quand on tient compte du contexte géopolitique mondial aujourd'hui avec la crise entre la Russie et l'Ukraine et la question de l'Union européenne et toutes ces autres questions internationales. On ne sait pas ce que ça pourrait donner. Est-ce que les Français sont prêts justement à se mettre dans cette dynamique-là? C'est la question à laquelle ils vont devoir répondre ce dimanche. À l'instar des autres qui monnaient je dirais, les ressortissants d'autres nations avec le Rwanda, je me demande si Le Pen ne serait pas tenté par un tel coup. Si, au dimanche soir, au soir de ce dimanche-là, elle venait à être élue. Vous pourrez venir. On va fermer le volet, le registre français pour en ouvrir un autre. Cette fois-ci, on va s'intéresser au conflit russo-ukrainien. Des négociations pour rien, c'est une grosse interrogation. On en a assez parlé, mais ça continue toujours de négocier. Ça continue de piller ou de tuer, de détruire littéralement des villes. J'ai suivi toute cette journée, un peu avant cette émission, franchement, une certaine ville ukrainienne. On se demande si ça rappelle quelque peu le 14-18 ou le 39-45. Oui, en effet, tout à fait. Alors, où en est-on réellement dans ces négociations? Doit-on continuer de parler de négociations ou on va faire usage de notre concept? Non, on ne peut pas faire usage de notre concept puisque nous sommes purement en diplomatie et en relations internationales. Et le seul mécanisme... Vous croyez vraiment que... on fait preuve d'une honnêteté intellectuelle quand on fait usage du concept de négociation, quand on continue de pilonner des villes entières? Oui, mais cela fait même partie, justement, comme l'avons déjà soulevé ici, des manœuvres qui conduisent à la négociation. On négocie justement parce que on veut atteindre un objectif, parce qu'on veut résoudre une situation. Et tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de gains politiques sur le terrain militaire, on ne peut pas logiquement obtenir grand-chose dans la négociation. Donc la négociation et ce qui se passe sur le terrain sont forcément liés et vont de pair. Donc il ne faudrait pas...
il ne faudrait pas voir la négociation comme un phénomène qui soit distancé, séparé de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain détermine le niveau d'avancement, et le contenu même des négociations. Est-ce à dire que c'est le capital de cruauté sur le terrain qui renforcerait ou rendrait plus facile la négociation ou accélérerait apporterait peut-être une célérité aux négociations? Non, on n'ira pas jusqu'à dire ça. Nous ne serons pas cyniques de dire que le capital de cruauté. Nous sommes en guerre, vous savez. Et quand on fait la guerre, il y a forcément des dégâts, il y a forcément des pertes en vies humaines, il y a des dégâts matériels, tout ce que vous avez eu à citer. Tout cela est comptabilisé et tout cela entre en ligne de compte dans le processus de négociation, puisque c'est pour cela qu'on va négocier. On va négocier pour que ça s'arrête, pour qu'on puisse avancer, aller sur d'autres affaires, avancer, donc faire bouger les lignes. Mais justement, mais ça ne s'arrête nulle part, si ce n'est de quelques heures de couvre-feu, quelques couloirs humanitaires à peine respectés. Vous savez que rien que la négociation de ces couloirs humanitaires, c'est tout un enjeu. Il y a des conflits où on n'arrive même pas à négocier des couloirs humanitaires, des couvre-feux, des cessez-le-feu dans certaines localités pour permettre au moins aux civils de s'échapper. Donc, rien que le fait qu'on arrive au moins à créer des couloirs humanitaires, à négocier sur les cessez-le-feu dans certaines zones pour permettre l'évacuation et tout ça, est déjà une avancée majeure qu'il faut reconnaître, parce que c'est pas quelque chose d'aisé qui se passe en dehors des négociations. Ça fait partie des négociations. Donc, il ne faudrait pas forcément vouloir détacher, comme je le disais, la négociation de ce qui est en train de se passer sur quand dans les coulisses et au lendemain de ces négociations, je revois Volodymyr Zelensky serein, c'est vrai, pas en costume, en tenue de guerre, certes, mais serein, pas du tout éprouvé. Je me dis, est-ce que cette simulacre de guerre n'est pas de nature à toiletter la côte de cet ancien comédien? C'est une question que je me pose. Morgan Metondi Assoba, des négociations, vous y croyez ou vous en appelez négociations vraiment, ce qui se fait? Alors, si on doit se contenter du sens, le stricto sensu du mot négociation, il y a bel et bien des négociations. On parle de négociations quand les acteurs décident d'aller autour d'une table et d'aborder les questions qui semblent être conflictuelles, ou plutôt de s'intéresser à comment mettre en commun leurs intérêts et trouver une entente. Et donc, sur ce plan, il y a des négociations. Tout en continuant de nourrir les fronts. Maintenant, ce qui se passe sur le terrain est un indicateur de la qualité des négociations et de l'efficacité de ces négociations. On peut se rendre compte tout de suite que les négociations qui se font ne sont pas efficaces sur le plan de l'impact. On peut avoir cette honnêteté au moins. On peut avoir cette honnêteté. Efficace, pourquoi? Parce que l'objectif premier de ces négociations, selon chaque partie, c'est de mettre fin aux atrocités sur le terrain. Mais voilà qu'il y a des négociations qui se font et que chaque jour, on a l'impression qu'il y a plus d'atrocités, qu'il y a plus de cruauté qui sont manifestées sur le terrain. Et cela pourrait s'expliquer par un ensemble de facteurs. Au nombre de ces facteurs, on peut évoquer le fait que les différents acteurs à la table de négociation ne sont pas en train de s'intéresser ou de faire des concessions sur les intérêts réels de chaque partie. C'est-à-dire, lorsque on vient à une table de négociation avec des intérêts spécifiques, qu'est-ce que chaque partie souhaite avoir? Et on a l'impression que chaque partie, ou bien les acteurs, s'éloignent d'aborder de façon objective et sérieuse les différentes concessions nécessaires pour qu'on puisse mettre fin, ne serait-ce qu'aux hostilités et qu'aux différentes cruautés qu'on est en train d'observer. Sur ce plan, on dira que certes, nous avons des négociations, mais certainement les acteurs, si ce sont les vrais acteurs, bien sûr, parce qu'il faut dire qui sont ceux qui négocient. C'est vrai qu'on parle de chaque partie, mais à quel niveau et quel est le degré d'implication des décideurs? Parce qu'il y a des acteurs qui sont clés à ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et quand on parle des acteurs clés, on parle des pays membres de l'OTAN
Et en tête de poule, les États-Unis, on parle de M. Zelensky, on parle du président russe. Et ces acteurs ne semblent pas forcément ces décideurs ne semblent pas forcément aller à la table de négociation parce que les rounds de négociation qui devraient s'entendre sur un certain nombre de facteurs qui amèneraient ces différents décideurs à finalement se déplacer ne sont pas atteints. Donc, l'efficacité des négociations est remise en cause lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le terrain. Pour être un peu plus précis, on dira qu'on a l'impression que les acteurs, dans le fond, disent bel et bien qu'ils souhaitent voir ce qui se passe en Ukraine s'arrêter, mais dans leur comportement, ne militent pas dans leur comportement pour qu'on assiste à moins de cruauté. Parce qu'avec plus d'armes, on ne peut qu'avoir plus de cruauté. Avec plus d'argent pour financer la guerre, parce que la guerre, la guerre, ça se finance, ça prend beaucoup d'argent, et on se rend compte que beaucoup d'acteurs de la scène internationale qui seraient concernés par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine financent beaucoup plus la guerre en Ukraine. Parce que lorsqu'on vous cite les différents mannes financières qu'on envoie en Ukraine pour aider l'Ukraine à s'armer, vous vous posez beaucoup de questions. Lorsque vous avez l'opportunité de voir l'ensemble des armes qu'on envoie en Ukraine pour permettre à l'Ukraine de se défendre, vous vous posez des questions. Et lorsque vous voyez les différentes armes qu'utilise la Russie, parce que il n'y a pas très longtemps, la Russie a parlé de l'utilisation d'un missile assez inquiétant, dont les aptitudes dévastatrices seraient plus élevées que tout ce à quoi on a assisté jusqu'à présent. Il faut réfléchir plus d'une fois. Voilà, c'est détecteur. Donc, les comportements des acteurs sur le terrain n'augure rien de bon par rapport à la qualité, par rapport à la sincérité et par rapport à l'efficacité des négociations telles que prônées. Olivier Michel Descampos, un mot sur ce conflit. Jusqu'où ira Vladimir Poutine? Cette question, je n'essaierai jamais de vous la poser parce qu'on s'est dit à l'entame que ce qu'on peut appeler guerre, conflit ou opération militaire spéciale, que tout ceci tiendra en quelques jours, quelques semaines. Mais là, on a commencé à compter des mois. Des mois. Mais jusqu'où ira-t-il? Bon, déjà, je voudrais quand même apporter un élément rapidement à ce que mon confrère vient de dire. Vous savez, la qualité ou la réussite des négociations, pour ma part, dépend beaucoup plus déjà de ce qu'on veut faire, des objectifs que l'on s'est fixés en entrant dans la négociation. Et vous savez, la négociation, ça peut être aussi pour perdre du temps. Ça peut-être, on ne le dit pas souvent, mais ça peut être aussi une stratégie pour faire du dilatoire, tourner en rond pendant qu'on est en train de faire autre chose. Parce que quand on dit négociation, ça suppose compromis. Il faut que chacune des parties mette quelque chose sur la table et qu'on s'entende autour voilà, donc ça peut participer d'une manœuvre de diversion. De part et d'autre, tout dépend des objectifs de chacun en rentrant dans la négociation. Parce que, comme vous l'observez, on négocie, mais pourtant, sur le terrain, ça s'affronte toujours. Lorsque même vous observez... Ça frappe, ça détruit, ça tue. Et ça tue de deux côtés. Mon confrère l'a si bien rappelé, des armes continuent d'être livrées à l'Ukraine et la Russie. Donc, dans un contexte de négociation... Et des armes annoncées avec grand renfort. Avec grand renfort. Et on est en train maintenant d'élever même la gamme. On parle maintenant d'armes offensives ou tout ce que vous voulez. Donc, tout cela nous fait dire que, alors, si on négocie véritablement, est-ce que ce n'est pas peut-être derrière une manœuvre, une stratégie pour d'autres objectifs? Alors, pour finir sur la question que vous avez posée, jusqu'où ira Vladimir Poutine, on commence à voir une deadline, celle du 9 mai. On verra bien si à cette date-là, vous y croyez, le conflit, en tout cas, on verra bien ce qui va se passer à cette date-là, si au moins on arrivera à la fin de ce conflit. En une trentaine de secondes, chacun, pour boucler ce numéro des enjeux politiques, coopération militaire, Russie, Afrique, Paul Biya s'invite aux côtés de Poutine.
Il sollicite, je ne sais pas, l'expertise ou une coopération militaire russe. Oui, la requête du président Biya entre en droite ligne avec la dynamique dans laquelle s'est inscrite la Russie par rapport à ses ambitions sur le continent africain. Lors du sommet Russie-Afrique, la Russie a dit « je vais sur ce continent pour la sécurité ». Et donc Paul Biya est dans la droite ligne. Maintenant, fait cela dans un contexte où le monde entier semble condamner la Russie est une question qui permet... Bon, venant d'un Paul Biya, ça ne doit pas étonner non plus. Donc ça nous montre d'une façon ou d'une autre que la coopération continue entre la Russie et les États qu'elle considère comme étant ses alliés. Et donc, cela va aboutir à ce que cela doit aboutir lorsqu'on se retrouve entre alliés et qu'on doit s'entraider pour atteindre des objectifs plus ou moins communs. Pendant ce temps, le Mali reçoit des équipements. Oui, pour le Mali, ce n'est qu'une confirmation de son option avec la Russie depuis pour Paul Biya, la longtemps. question que je me repose de vous poser, c'est d'où est-ce que cette requête a été formulée? Est-ce que c'est de Genève ou c'est de Cameroun, de Yaoundé? On va demander à M. Biya. Olivier Michel Descampos, pour finir. Oui, pour finir, déjà, ce que moi j'observe dès que j'apprends une nouvelle pareille, c'est que la Russie n'est pas si coupée du monde que l'on voudrait bien le faire croire. Et cela montre la dynamique de sa présence sur le continent africain. Il faudrait vraiment être de la posture, de la trempe d'un Paul Biya non, pas forcément. Pour prendre un tel risque. Non, justement, le fait même pour lui le fait même pour lui, et en même temps le Mali que vous venez de citer, en pleine période aussi sensible, de montrer à la face du monde que la coopération continue, est un signal, en quelque sorte, envoyé au reste du monde pour dire que nous, vous savez nous ne sommes pas forcément... Il y a sur le continent certains qui optent pour, je ne sais pas, qui sont dans la posture de Cabrimo. Non, pas... Et vous avez en Éthiopie où des gens sont allés se présenter à l'ambassade pour dire qu'ils veulent rejoindre la Russie pour se battre aux côtés de la Russie. Donc ça veut dire que... non, c'est pas à prendre à la légère tout ça. C'est pour montrer vraiment que cette image-là que l'Occident nous dépeint. On va consacrer une grosse tribune à ces nouveaux ralliements ou à ces nouveaux types de partenariats ou de coopération avec la Russie. Merci Olivier Michel Descampos, merci Morgane Metonji Assogba pour votre disponibilité, pour votre volonté désintéressée de nous aider à mieux comprendre l'actualité au-delà des frontières du Bénin. Très bonne suite de semaine à vous. C'est un plaisir, merci. C'était Enjeu politique.